Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 10 de Croire en eux. Croire en eux, c'est le podcast qui s'adresse à vous, professionnels de l'adolescence et des jeunes adultes, afin de vous permettre de partager sur vos pratiques, en découvrir de nouvelles, mais surtout de croire en votre accompagnement et en vos clients. Parce que quelle que soit la difficulté, ce n'est jamais une fatalité. Croire en eux, c'est le début de toute solution. Alors aujourd'hui, on accueille Fiona, qui est professeure en histoire-géographie et coach scolaire, avec qui on va parler de la phobie scolaire. Bonjour Fiona, Bonjour, bienvenue, merci d'être là. merci pour l'invitation. Alors, tu sais, j'aime bien commencer ces podcasts par une petite présentation. T'es qui toi? Alors moi je suis Fiona, Fiona ou Madame Signorino, ça va dépendre si vous êtes un élève ou si vous me connaissez personnellement. Je suis donc professeure d'histoire depuis maintenant bientôt 4 ans et je suis aussi coach scolaire depuis 1 an et demi. J'ai monté mon entreprise d'accompagnement scolaire avec des coachings individuels ou collectifs et la création d'une plateforme d'accompagnement. Je suis aussi à l'occasion professeure de yoga et donc j'accompagne aussi les élèves dans la gestion du stress et de leurs émotions. Canon. C'est plein de choses différentes, ça a l'air chouette tout ça. C'est très complet, on dit souvent que j'ai plein de casquettes et c'est un peu le cas, mais ces casquettes, elles me permettent d'accompagner, les jeunes dans plusieurs domaines différents, mais toujours dans l'idée du bien-être scolaire et de les accompagner dans une scolarité qui soit la plus épanouissante possible. Génial. Donc ton métier, si je comprends bien, c'est professeur, Yes, coach et coach. prof de yoga. Ouais, alors le prof de yoga, je l'enseigne plus, comme j'ai pu le faire il y a quelques années, dans des cours individuels. Je l'intègre, pour les jeunes, que ce soit en visio ou en présentiel, pour les aider à gérer, leurs émotions, le stress et aussi tout ce qui est anxiété, voire même les phobies puisque c'est un peu le sujet, du podcast aujourd'hui. C'est quoi qui t'a amené à faire ces métiers-là? Le métier de prof, ça a été un petit peu par hasard, en fait, suite à mes études. À l'origine, je voulais faire un doctorat et puis, en fait, je me suis rendu compte que travailler derrière un bureau, c'était, clairement pas pour moi. Du coup, j'ai postulé en tant que prof un petit peu par hasard et on m'a appelée un vendredi, j'ai attaqué un lundi et en fait, je me suis retrouvée dans cette classe et là, bah, là, coup de foudre, incroyable. Le temps passait à une vitesse, le feeling avec les élèves, c'était pour moi bah, c'était la première fois que je faisais, quelque chose aussi facilement, de manière aussi fluide et bah, justement en yoga, on appelle être dans le flow, c'est-à-dire être dans quelque chose où on sent pas le temps passer, on le fait naturellement et voilà et du coup, je me suis intéressée, à la pédagogie, bah, j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie, à me renseigner sur plein de choses parce que j'ai pas eu de formation de professeur. J'ai vraiment juste eu un master d'histoire. Donc je me suis OK. intéressée de mon côté à tout ce qui est pédagogie et c'est ce qui m'a permis aussi de construire une pédagogie assez, différente de ce qu'on peut voir à l'école et de créer aussi derrière Fantasia parce que, il y avait des choses dans le cadre scolaire qui étaient limitées. J'ai commencé à faire des choses bénévolement et en fait après le covid a fait, son apparition et je me suis rendu compte que c'est des choses aussi que je pouvais faire, en visio et aussi en indépendante. Donc j'ai décidé de créer mon entreprise et d'accompagner les jeunes sur des problématiques qui me concernaient puisque je suis une ancienne élève, dyslexique, dysorthographique qui a été détectée en seconde, donc très tardivement. La Mmh. scolarité était assez compliquée pour moi, surtout la partie collège et le Ouais. début lycée. Du coup, quand je suis devenue prof, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas changé et l'idée, c'était vraiment de pouvoir transmettre ce que moi j'avais appris, tout au long de ces années puisque du coup, j'ai fait des hautes études et des longues études et j'ai dû créer ma propre stratégie d'apprentissage puisque j'avais un cerveau qui était atypique, et je voulais la transmettre, je voulais montrer aux élèves qu'il y a plusieurs façons d'apprendre, il y a plusieurs profils d'apprentissage et qu'on peut adapter sa technique de révision en fonction de ce profil-là. Carrément. Mais du coup, tu nous réponds un peu à la question d'après qui est: comment tu décrirais ton adolescence? Parce qu'effectivement, si ça t'a amené à ça, c'est qu'en général, on n'accompagne pas les ados et les jeunes par hasard. On les accompagne parce qu'il y a un attachement particulier, une histoire particulière. Tu veux bien nous en dire plus? Et bah, c'est tout à fait ça. Je me suis longtemps demandé pourquoi j'avais vécu tout ça à l'école et pourquoi ça avait été aussi compliqué pour moi. Alors moi, le plus difficile, ça a été vraiment, petite, où je me comparais beaucoup avec mes copines et je revenais de l'école en disant: «Mais pourquoi je suis nulle?» et je pleurais tout le temps et les profs, ils prenaient mes copies et ils disaient: «Regardez, c'est ce qu'il faut pas faire». Le plus traumatisant, je crois que ça a été mon premier jour de seconde où j'étais pas encore détectée
et j'ai une prof qui m'a interrogée pour lire devant 30 élèves que je ne connaissais pas et ça a été une humiliation totale. On m'a dit qu'il faudrait que j'apprenne à lire pour le bac. J'étais pas encore détectée, donc je savais pas d'où venait ce problème-là et ça a été assez traumatisant et derrière, après le diagnostic, la prof s'est même, excusée. Mais ça a été très traumatisant et derrière, je suis devenue une bourreau de travail, c'est-à-dire que j'ai vraiment, je me suis mis un challenge, je voulais être comme mes copines et donc je travaillais 10 fois plus. Alors ça m'a très bien servi au lycée, je travaillais en effet, 10 fois plus que les autres et ça payait très bien, donc j'ai eu une adolescente assez tranquille parce que j'étais, plutôt sage puisque je passais la moitié de mon temps à travailler, je travaillais énormément. Mais à la fac, ça fonctionne plus en fait, les journées étant pas à rallonge, on peut pas, rejoindre les autres, enfin le niveau des autres en travaillant plus et c'est là où j'ai commencé à adapter ma stratégie de révision à mon cerveau et plus à en faire juste plus, en fait, à être plus efficace au lieu d'en faire plus, à être plus, avoir une technique qui calque à mon fonctionnement plutôt que faire comme les autres mais de manière plus intense puisque ça fonctionnait plus. Donc ouais, une En fait, tu parles de suradaptation à ce moment-là? tout à fait, surtout que j'ai découvert mon haut potentiel il y a à peine, 2 ans. Donc je ne savais pas non plus que ça venait, jouer en compte, mais ouais, c'est totalement de la suradaptation. Et effectivement, je crois que c'est important dans nos accompagnements de se rappeler que la suradaptation peut être possible à certains moments, peut être acceptable tant que c'est fait en conscience et que c'est OK à ce moment-là, mais ça ne peut jamais durer sur la durée Ouais. parce qu'à un moment, ça bug, quoi. On peut C'est pas l'idée toujours de rouler à 150, Ouais, quoi. c'est l'idée de la cocotte minute. Bah, je viens justement d'avoir une maman, il y a quelques jours, au téléphone ou qui a une enfant, dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'une enfant qui roule au niveau scolaire, qui a des super notes, mais qui est dans la suradaptation totale et c'est un peu l'image de la cocotte minute. C'est qu'un jour, Mmh. à la moindre au moindre échec ou au moindre signe un petit peu de faiblesse, ça va exploser. Parce que c'est des enfants qui sont tellement dans la suradaptation qu'ils peuvent pas accepter d'échouer parce qu'ils font tellement d'efforts pour réussir que l'échec n'est pas envisageable. Comment on peut échouer quand on passe sa vie à travailler et en fait, il y a un sentiment d'injustice qui devient très fort. Moi, je l'ai vécu plus tard, cette espèce de cocotte minute qui a explosé, j'ai préparé les concours de sciences politiques pendant 1 an, à côté de la phase de sciences politiques et je suis pas allée au concours par peur d'échouer. Me suis pas pointée. Bon, au final, ça a été très bien parce que c'était une école et que moi, le format école ne me convient pas. J'ai besoin de liberté. Donc, la fac, c'est très Mmh. bien. Mais n'empêche qu'à l'origine, à l'époque, j'en avais pas conscience et que je suis réellement pas allée à ce concours que j'ai préparé pendant 1 an parce que j'avais pas trop peur d'échouer, trop peur du résultat. Mmh. C'est dur, hein. Ouais, c'est ouais, C'est pas ouais. simple. Du coup, avec tout ça, on a une petite idée, mais c'est quoi ton plus dans l'accompagnement des ados et jeunes adultes? Et ben, mon plus, c'est un petit peu ça, c'est cette double casquette, prof, mais ancienne élève, en difficulté et voire en trouble d'apprentissage. Ça me donne en fait un double point de vue parce qu'à la fois je comprends le vécu des enfants puisque et des élèves parce que je l'ai vécu, et je l'ai vécu en étant en souffrance. Je suis pas une prof qui a eu, un parcours scolaire, où j'avais des bonnes notes, où j'étais une bonne élève, voilà, j'ai eu un parcours scolaire assez, chaotique et du coup, ça me donne une légitimité aussi auprès des élèves et souvent je comprends assez bien ce qu'ils peuvent, traverser et c'est aussi ça souvent dans les bilans, il y a tout de suite que je les comprends. Il y a ce côté, je les comprends et c'est aussi ce que les parents viennent chercher, c'est enfin une personne qui sait de quoi elle parle et qui l'a vécu. Et après il y a l'autre Mmh. casquette, la casquette de prof où du coup je comprends aussi le système scolaire, comment il fonctionne et comment on peut aussi négocier avec lui parce que, c'est clairement de la négociation. On en parlait, mais le système scolaire étant ce qu'il est actuellement, on est obligé de faire de la négociation, que ce soit avec, les administrations, le rectorat et tout ça, qu'avec aussi certains enseignants, pour pouvoir essayer de, comment dire? De faire accepter les besoins des enfants et encore plus des enfants atypiques. Comment tu fais pour faire ces accompagnements? Du coup, tu as ta casquette de prof où là, on comprend bien que tu es prof en lycée? Collège et Collège? lycée, j'ai fait les 2, Collège. privé, public, j'ai un peu tout fait. D'accord. Mais sur le côté coaching, comment ça se passe pour toi? Comment tu les accompagnes? Quel est le cadre de l'accompagnement dans ton activité de coach? Alors déjà, avant l'accompagnement, il y a toujours un bilan. Donc souvent, c'est 30 minutes avec les parents, des fois ça déborde un peu, seul avec les parents et ensuite 30 minutes seul avec le jeune. Moi, ça me permet de voir si le feeling passe avec le jeune et lui aussi, parce que je n'accompagne aucun jeune qui n'a pas envie de travailler avec moi. Si ça passe pas,
ça passe pas et c'est OK. Enfin, je veux dire, je vais pas le prendre mal et ce que je dis, il y a des matières qu'on aime, des matières qu'on n'aime pas, des personnes qu'on aime, des personnes qu'on n'aime pas, où il y a un feeling, où il y a pas de feeling et pour qu'il y ait un travail qui soit constructif, il faut qu'il y ait un feeling. Donc il y a ce premier bilan qui permet de créer aussi un premier lien, qui est totalement gratuit. Ça me permet juste de, voilà, de savoir si la personne va pouvoir intégrer mes accompagnements ou pas et si je peux l'aider ou pas. Des fois, c'est pas le cas, je vais les renvoyer vers d'autres, confrères ou je vais les conseiller sur, des chemins à prendre, mais j'accompagne pas des enfants que je ne sais peux pas aider, que je sais que je ne vais pas aider ou tout simplement qui n'ont pas envie d'être aidés. C'est aussi possible des fois, ils en sont pas là et c'est OK. La deuxième étape, une fois que l'enfant est OK, que moi je suis OK et qu'on peut commencer un accompagnement, ça va être l'étape un petit peu, de prise de conscience et d'acceptation et surtout, on en parlait pour le cas pour la les phobies scolaires, c'est vraiment un peu se lâcher prise parce qu'en fait le coaching et je trouve c'est aussi pour ça que j'ai créé Fantasia, c'est, que dans le milieu scolaire, il y a pas de lieu où déposer. Parce que à la maison, il y a toujours une certaine pression parce qu'on ne veut pas décevoir les parents, qu'on n'a pas envie de leur rajouter de la charge mentale. Et souvent, les parents ils me disent: «Mais ils peuvent me parler, ils peuvent me parler». Oui, mais vos enfants, ils sont pas stupides. Ils voient très bien aussi que des fois vous êtes fatigués et c'est tout bête, mais des fois les enfants, ils me disent: «J'ai pas envie de leur rajouter de la charge en fait, avec mes problèmes à moi». Et c'est horrible de se dire qu'ils ont cette conscience de pas rajouter de la charge à leurs parents et à l'école, bah, il y a pas forcément de lieu pour. Ouais, ils l'ont très tôt ce truc-là parce que ça s'appelle la loyauté en fait. C'est le moment où les enfants réalisent qu'il faut faire plaisir aux parents, il y a un enjeu émotionnel, il y a un enjeu de réussite, il y a un enjeu de maman et papa, ils font tout ce qu'ils peuvent pour moi, alors moi je dois faire tout ce que je peux. Ils me l'ont déjà dit des dizaines de fois quand je voulais pas faire mes devoirs. Donc du coup, qu'est-ce que je peux leur dire que je me sens mal à cet endroit-là? Et puis il y a les attentes aussi des parents, qui sont pas toujours les mêmes que les enfants et du coup, c'est compliqué de dire à ses parents: «Non, je n'ai pas envie de faire ce que vous me proposez et c'est pas ce qui est bon pour moi, c'est pas ce que je veux pour moi». Donc Complètement. ça leur vraiment le lieu de coaching, c'est déjà un lieu où déposer et souvent quand ils arrivent avec des choses comme des phobies scolaires ou même des fois juste de l'anxiété et du stress, c'est vraiment le premier lieu, c'est OK, on dépose et surtout, on va pas parler que du scolaire parce que souvent ils s'attendent en coaching scolaire à parler que de l'école et moi je leur dis: «Non, non, je veux te connaître, parle-moi de toi» et c'est ce que tu disais dans ton post l'autre jour que j'ai partagé et que j'ai adoré, c'est qui tu es en fait. Parle-moi de ce que tu aimes en dehors de l'école parce que tu n'es pas juste, un élève, tu es une personne à part entière et parle-moi de ce que tu aimes et si ce que tu aimes c'est les jeux vidéo, mais parle-moi des jeux vidéo, il y a aucun souci et j'ai même déjà regardé mes élèves jouer aux jeux vidéo pour exploiter leur façon de penser et leur stratégie, c'était génial. Mais voilà, parle-moi de qui tu es, de ce que tu aimes et ouais, ça permet de créer un lien, 2 de créer un climat de confiance aussi. L'enfant se sent à l'aise et plus il va se sentir à l'aise et plus il va déposer des choses. Donc la première étape, c'est vraiment le fait de pouvoir se déposer et de waouh, j'ai enfin un lieu, surtout que le coaching, on est tenu au secret professionnel. Et ça, je l'informe aux parents, je l'informe aux enfants. C'est-à-dire tout ce qui se dit en coaching, je ne suis pas obligée de le retransmettre aux parents. Évidemment, s'il y a des signes de danger de l'enfant, je vais avertir les parents. Mais il est sur un lieu neutre où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente, parce que moi, comme je leur dis très bien, les notes, on s'en fiche. Enfin, moi, je m'en fiche que tu aies des bonnes ou des mauvaises notes, il y a zéro pression. Hem, Pareil, les appréciations des en fait, moi, il y a pas de jugement, pour moi, il y a toujours une situation, un problème, une solution. C'est tout. C'est un même si tu me dis: «J'arrive pas à me mettre au travail, en ce moment, je fous rien». OK, je vais pas engueuler l'adolescent, je vais juste lui dire: «OK, le problème, il réside juste dans la motivation. OK, on va chercher le problème dans la motivation». C'est tout. Où est-ce que réside le problème? On va l'identifier et on va le solutionner. Et après, les étapes d'après, c'est, vraiment là de la recherche de facteurs, en fait. Quel facteur, comme je disais, quel est le problème et quel est le facteur, de stress, voire même de phobie? Et l'idée, c'est moi, je leur apprends même la pyramide des besoins de Maslow pour les aider, en fait, à identifier, leurs propres besoins. Parce que le problème, c'est que souvent les jeunes, ils ont été alors, ils ont l'habitude d'être pris en charge et surtout quand ils sortent de la prime enfance, ils ont l'habitude qu'on prenne en charge leurs besoins. L'arrivée dans l'adolescence, c'est un peu compliqué parce que à la fois, ils veulent rester un petit peu là-dedans parce que, bah, ça les arrange bien et c'est toujours agréable, ben, nous-mêmes on le vit, hein, c'est toujours agréable d'aller au restaurant et de se faire servir. Voilà. Mais en même temps, ils ont cette volonté d'autonomie de faire par eux-mêmes. Donc c'est très compliqué l'adolescence en tant que parent et en tant qu'adolescent parce qu'il y a cette dualité de: «Je veux faire tout seul, mais je veux quand même être encore un peu, accompagné». Donc
c'est voilà, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est de leur permettre, de leur donner les outils pour acquérir cette autonomie. C'est: quels sont mes besoins? Là, quels sont ces besoins qui ne sont pas satisfaits? Comment je peux, les satisfaire par moi-même ou comment je peux communiquer pour arriver à les satisfaire? C'est assez subtil, mais en même temps, c'est très important et c'est aussi la recherche, l'auto-recherche de facteurs problématiques. Moi, je leur donne pas le: «Ah, c'est ça le problème». Non, tu dois aller le chercher toi-même, quel est le problème? C'est ce que j'appelle la psychoéducation. C'est un truc qui pour moi est super important dans mes accompagnements, c'est vraiment de leur dire: «OK, ça c'est une grille de fonctionnement, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que ça te parle? Où est-ce que tu es toi là-dedans? À quel moment ça bug pour toi?» Et du coup, ça permet de mettre des mots sur la situation, de rendre, la situation plus, je déteste ce mot, mais plus normale ou en tout cas plus acceptable parce qu'elle, elle peut être expliquée, mais aussi ça autorise à en sortir. Donc du coup, ça donne une vue différente sur le problème et c'est passionnant et c'est ce que j'aime tellement dans nos accompagnements et c'est ce que tu nous dis quand tu nous parles de tout ça, c'est chouette. Alors aujourd'hui, le thème, c'est la phobie scolaire. Tu en accompagnes beaucoup. Est-ce que tu veux bien, nous donner quelques, je sais moi j'aime bien commencer par un côté un peu définition. Alors on est d'accord que c'est pas une définition, vous me voyez pas, je fais des guillemets avec mes doigts, mais c'est pas une définition, ultra, carrée. C'est quoi une phobie scolaire, en fait? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais en même temps, on n'a pas de définition claire. À quel moment on est face à une phobie scolaire? Alors la phobie scolaire, c'est aussi appelé le refus scolaire anxieux et j'aime bien le deuxième aussi terme parce qu'il y a l'idée d'anxiété derrière et hem et c'est une des premières choses que je définis avec mes élèves, c'est la différence entre le bon stress et ce qu'on appelle le mauvais stress. Le bon stress, c'est ce qu'on appelle le stress. C'est la petite boule au ventre avant de monter sur scène, c'est voilà, c'est on a un peu chaud, on est voilà et après il y a l'anxiété. L'anxiété, c'est paralysant, c'est, handicapant et après l'anxiété, on a la phobie scolaire et en fait, je trouve que le phobie scolaire, ça porte aussi très bien son nom. C'est vraiment l'impossibilité d'aller à l'école. C'est vraiment l'idée que, hem, même si on le veut, on ne peut pas. C'est comme les autres phobies, en fait. Moi, je prends souvent l'exemple de, vous savez, tu sais, la chanteuse, Louane. Elle a une phobie qui est hyper atypique. Elle a la phobie des bananes. Enfin, je veux dire, il y a rien de plus c'est hyper cocasse, c'est hyper drôle. Personne n'a peur des bananes. Enfin, il y a aucune raison, valable d'avoir peur d'une banane. Et bah, pourtant, elle a peur d'une banane et elle est paralysée face à une banane. Et bah, c'est la même chose pour la phobie scolaire. Alors et pourtant, il y a plein de raisons, hein, pour avoir des phobies scolaires, on le sait, mais c'est vraiment l'impossibilité d'aller à l'école et quand je dis ça, souvent les parents ils se disent: «Oui, mais il y va quand même». Oui, il y va, mais de force et en fait, à partir du moment où l'enfant, il manifeste une espèce de volonté, mais qui perdure, dans le temps de ne pas aller à l'école, déjà, il y a un problème. Moi, je dis toujours et c'est ce que j'ai beaucoup dit ces derniers temps sur ma page aussi, c'est, on parle beaucoup de bien-être au travail, de burn-out, de tout ça et il y en a pas pour l'école? Il y a pas de burn-out à l'école, il y a pas de bien-être à l'école. Le bien-être à l'école, on s'en fiche. On fait des open space dans les entreprises avec, des salles de sieste, des salles de yoga, des cours entre midi et 2 de relaxation et à l'école, on fait rien de tout ça. Il y a pas la notion de bien-être dans les établissements et après on s'étonne qu'on a des phobies scolaires. Donc la phobie scolaire, c'est vraiment cette idée d'anxiété généralisée, d'anxiété paralysante, incapacitante, en fait. J'aime bien ce que tu nous rappelles en disant une phobie scolaire, c'est pas que des enfants qui vont plus à l'école. C'est aussi des enfants qui vont de force à l'école tous les jours, Et qui sont tétanisés de devoir y aller. carrément. Et je crois que c'est ça aussi qui rend cette phobie scolaire si difficile à vivre pour certains, parce qu'il y en a d'autres qui se disent: «Ouais, mais moi j'ai peut-être ressenti la même chose à un certain moment et je me suis forcé, alors lui il va se forcer, merde». Mmh. Et ça crée un regard de l'autre, un espèce de cercle vicieux qui vient créer une angoisse terrible. Mais c'est important en fait de pouvoir en parler. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de paralysie, en fait. Tu m'as dit qu'il y avait plein de causes à ça. C'est Ouais. quoi les causes de la phobie scolaire? En tout cas, les causes les plus, classiques, même si on entend bien que la phobie, elle s'explique pas toujours, par rapport à ce que tu me disais sur Louane et en fait, les gens qui ont des phobies te disent souvent: «Ben, je sais très bien, la petite bête va pas me manger» quand ils ont la phobie des araignées, enfin, tu vois? Toutes ces phobies-là sont pas toujours, explicables, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont quand même assez récurrents et qui peuvent nous aider à avoir des pistes?
Mmh. En fait, il y a pas vraiment de raison. En fait, c'est que c'est pas logique comme peur. La phobie, c'est souvent une peur qui n'est pas logique. On a tous, des phobies, hein, et on sait tous la réaction. D'ailleurs, la réaction n'est pas logique. Le fait de le savoir n'est pas logique et le fait la réaction qu'on a n'est pas logique. Il faut que savoir la phobie scolaire, non seulement elle prend plusieurs formes et la paralysie que j'ai expliquée, ça peut être aussi une paralysie qui n'est pas tout le long du temps scolaire. Ça peut être une paralysie sur certains moments de la scolarité. Je sais pas, la récréation, le fait de manger, le fait d'aller au self ou le fait même d'aller aux toilettes ou dans certains cours, ça peut intervenir sur des petits moments aussi. Les causes, c'est pareil, de la même manière que la phobie, elle prend plusieurs formes, les causes sont assez multiples. Et en gros, il existe un petit peu 2 manières un petit peu différentes non, de déclencher des phobies. Ça va être soit l'effet cumulé, c'est-à-dire une situation qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète et à force, comme on disait un petit peu l'effet cocotte minute, au bout d'un moment, boum, ça explose. Donc ça peut être, du harcèlement, ça peut être, des troubles de l'attention ou de l'apprentissage qui sont pas, pris en charge. Et qui du coup, au bout d'un moment, font péter, la cocotte minute. Ça peut être l'ennui aussi, à répétition. L'enfant s'ennuie, 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 s'ennuie et à force d'ennui, on sait très bien que le cerveau, s'il est pas, stimulé, au bout d'un moment, il y a des conséquences. Donc il y a plein de causes dans l'effet cumulé qui vont pouvoir mener à la phobie scolaire. Et ensuite, il y a la deuxième forme de phobie scolaire, on va dire, même s'il y en a plein d'autres, mais c'est l'effet, stress post-traumatique. Et il y a beaucoup, beaucoup d'experts, et notamment de pédopsychiatres qui parlent, de phobie scolaire comme d'un stress post-traumatique, au même titre que ce que peut vivre les soldats, en temps de guerre. C'est parce qu'il va y avoir un événement traumatique qui va du coup, provoquer une réaction au niveau du corps et qui va, enclencher un cycle de phobie scolaire. Et ça arrive, dans les cas aussi de harcèlement, par exemple, avec des événements qui peuvent être traumatisants, dans le cas aussi d'une humiliation. Je te parlais la dernière fois tout à l'heure de cette prof, moi, qui m'a interpellée ce premier jour de seconde, sur la lecture. Après, pour moi, c'était plus possible de lire en classe. Il y a eu des années où c'était plus possible. En fait, il va y avoir des événements un peu traumatiques qui vont derrière pouvoir induire, des phobies scolaires. Donc ça ne vient absolument pas souvent d'une manque de motivation, d'un manque de volonté, mais vraiment de quelque chose qui est, traumatisant ou cumulé. On en parlait tout à l'heure un peu rapidement en se disant que parfois, la phobie scolaire, ça peut être des jeunes qui continuent à aller en cours et qui ressentent une angoisse terrible, mais qui se forcent pour des raisons, diverses et variées. Faire plaisir aux parents, soi-même s'obliger parce que: «Mince, je suis plus forte que ça», Mmh. parce que les gens qui vont pas à l'école, c'est des feignants ou je ne sais quoi. Mais on se rend bien compte qu'il y a pas que ça. Il y a quelque chose qui est plus fort qu'eux, en fait. Ça prend énormément de place. Ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, c'est pas normal de souffrir. C'est pas normal d'aller à l'école en souffrant. Alors c'est normal de vivre des échecs, c'est normal de vivre, des moments difficiles, des moments de tristesse, mais d'être dans un état de souffrance, ça, c'est pas normal. C'est un peu, il y a un mème comme ça des jeunes qui disent: «Je suis pas venu ici pour souffrir», mais c'est pareil pour l'école et c'est comme tu disais, ça a rien à voir avec, le un manque de volonté et en fait, certains jeunes, comme tu le disais très bien, s'imposent cette souffrance pour, plaire aux parents, pour, répondre aux attentes, parce qu'aussi ils ont conscience que derrière se joue leur avenir et que pour eux, ça leur met une pression supplémentaire. Alors ça, c'est horrible parce que ça vient ajouter une pression supplémentaire de se dire: «OK, mais derrière, il y a mon avenir qui est en jeu. Si je vais pas à l'école, mon avenir, il est foutu». Hem, donc plein de causes font qu'on va contre soi-même et qu'on va aller même en état de souffrance quand même à l'école. Et je pense qu'on l'a tous vécu, on est déjà tous allés, je sais pas, dans un travail avec la boule au ventre ou, on est déjà allés tous dans un endroit alors il y a la boule au ventre qui s'en va après. Moi, par exemple, avant un interview comme ça, j'ai toujours un petit peu la boule au ventre. Mais là, je suis dans le flow, là, je m'amuse et là, je suis pas en souffrance. Là où c'est inquiétant, c'est quand la souffrance, elle perdure, qu'elle est là tout le long de la journée ou qu'elle s'intensifie, quitte à être paralysante. Moi, j'ai une enfant en coaching, une adolescente en plus en coaching, je vais pas dire enfant parce elle est loin d'être une enfant aujourd'hui, qui dès qu'on parle de certains sujets, fond en larmes. Et en fait, c'est comme un bouton. Il y a le bouton, alors on va c'est pour ça que la phobie scolaire, elle prend plein de formes différentes. Ça peut être, des de la paralysie, ça peut être, des larmes, ça peut être aussi symptomatique. Le nombre d'enfants qui ont mal au ventre avant d'aller à l'école, Mmh. qui vomissent. Le nombre de parents qui me disent: «Oui, mais il est malade, mais dès qu'il va plus à l'école, il saute de partout». Ma sœur était comme ça. Ma sœur était malade et puis dès qu'on lui disait qu'elle allait plus à l'école, oh, elle pétait la forme. C'est pas du tout qu'elle a simulé.
c'est que c'est symptomatique et elle est tellement en souffrance à l'école que son corps va tout faire pour ne pas y aller. Et c'est vraiment là où j'explique la différence entre le stress et l'anxiété, c'est quand le corps prend le dessus. Et du coup, il y a un double travail à faire. Il y a un travail à faire sur l'esprit, mais il y a un travail à faire sur le corps aussi. J'ai l'impression de recevoir de plus en plus de jeunes qui font des phobies scolaires, qui souffrent à l'école. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est avéré? Sur ton compte Instagram que j'aime beaucoup suivre parce que tu nous mets plein de données et c'est vraiment chouette et je vous recommande vraiment d'aller voir le compte de Fiona. Sur ce compte, tu parles de statistiques. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il y en a de plus en plus de phobies scolaires? Il y a beaucoup plus de mal-être à l'école ou c'est qu'on le pointe ou c'est qu'on le regarde davantage? C'est quoi? Je pense qu'il y a ça, il y a qu'on le pointe déjà. Avant, avant le bien-être, tout court, déjà ça on n'en parlait pas. Le bien-être au travail, il comptait pas. Le bien-être scolaire encore moins. Enfin, on tapait sur les doigts des élèves avec des règles. Moi, j'ai des histoires de parents, de mes amis où on leur tirait les oreilles, on leur tirait les cheveux. Enfin, on est sur des traitements encore pires que ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on parle plus des choses. Donc forcément, ça ressort. C'est comme, la fameuse question de: «Oh, mais il y a plus d'enfants de plus en plus d'enfants atypiques, ça devient une mode». Non, c'est juste qu'on les détecte et qu'avant on les détectait pas. C'est c'est tout. Donc aujourd'hui, la phobie, c'est pas forcément qu'il y a plus d'enfants en souffrance, parce que je pense qu'il y a quand même des améliorations dans le système scolaire, même si c'est lent et laborieux, mais on en parle. Déjà, c'est important. On le prend en charge aussi parce un enfant qui voulait pas l'école, bah, c'est un enfant nul qui aime pas l'école et tant pis, il ira ailleurs ou tant pis, il se forcera. Et avant, il y avait vraiment cette idée. L'autre jour, je discutais justement en cours de yoga avec une maman, une maman d'adolescente, donc une maman d'enfants qui ont mon âge et ou voire un peu plus jeune, enfin entre mon âge et la trentaine. Et elle avait 3 enfants. Et on parlait de cette idée que les anciennes générations, la notion de souffrance, c'était pas un problème. La souffrance au travail, le travail à la chaîne, tout ça, parce qu'il fallait nourrir les personnes, parce qu'il fallait Heu, subvenir aux besoins. Aujourd'hui, on est plutôt dans une génération où le bien-être est important. Donc la notion de phobie ressort et le bien-être de l'enfant commence à être une question dont on parle. Donc oui, il y en a de plus en plus, mais c'est pas qu'il y en avait pas avant, c'est juste qu'avant on n'en parlait pas et que c'était pas un sujet de conversation, voire même on s'en fichait, mais comme je te dis, c'était pas souffrir, c'était normal, en fait. Souffrir, c'était OK qu'on souffre à l'école, qu'on souffre au travail, qu'on souffre dans sa vie. Ça faisait partie de la vie. Aujourd'hui, on comprend qu'il y a peut-être d'autres manières de faire. Comment tu les accompagnes, toi? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce que tu travailles de la même manière avec un jeune qui va plus du tout en cours qu'avec un jeune qui continue à y aller? Est-ce qu'il y a des choses à sauvegarder? Enfin voilà, qu'est-ce qui est essentiel dans tes accompagnements face à la phobie scolaire? La phobie scolaire, comme tu disais très bien, ça va dépendre du degré. Est-ce qu'on est sur un enfant qui est complètement déscolarisé? Ou est-ce qu'on est sur un enfant qui va ponctuellement en classe? La première étape, je te le dis, ça va être la création de liens, on le disait tout à l'heure, le fait aussi de pouvoir décharger. Et il y a aussi tout un travail qui est fait avec les parents. Parce que moi, c'est un truc que j'ai découvert en commençant mes accompagnements. On ne fait pas de coaching scolaire avec les enfants si on ne peut pas accompagner les parents. En fait, on fait rien sans accompagner les parents. Et d'ailleurs, le seul plus ou moins échec que j'ai connu en tant que coach, c'est le moment où en fait j'ai pas pu accompagner les parents parce qu'ils le souhaitaient pas et parce que moi j'ai pas aussi suffisamment insisté aussi de montrer l'importance que ça a d'accompagner les parents. Mais sans accompagner les parents, c'est quasiment impossible parce que derrière il y a aussi une souffrance des parents. Il y a aussi parfois des attentes des parents. Et donc, parce qu'on veut pas, on a peur pour son enfant, on a peur pour son avenir, donc souvent on va l'inciter à aller à l'école, alors qu'au contraire, inciter un enfant à faire quelque chose qui le terrifie, ça va renforcer sa souffrance. Donc c'est horrible à dire, mais une des premières choses, c'est non, ne forcez pas votre enfant à aller à l'école si vraiment il est en état, s'il pleure avant d'aller à l'école, s'il fait une crise de colère avant d'aller à l'école, vous allez le forcer à aller dans quelque chose où il souffre et ça va faire l'effet inverse. Et puis c'est pas parce qu'il manque une journée à l'école, voire même une semaine. J'ai accompagné en tant que nounou des parents qui mettaient pas leurs enfants pendant une semaine à l'école, enfin je veux dire, elles sont pas en échec scolaire, hein. Genre elles vont très bien parce qu'ils avaient envie d'aller en vacances et au ski et moi au début j'étais là: «Mais vous allez pas les mettre pendant une semaine?» «Ouais, ouais». Et c'était OK, enfin, genre, il y avait pas de souci. Et puis ça se rattrape. Une fois que l'enfant est bien, il peut totalement rattraper son retard, il y a aucun souci. Mais il faut qu'il soit bien et c'est ça le plus important. Donc
on lâche la pression, on relâche la pression, comme la cocotte minute. On enlève le petit bitonio là et on relâche la pression. On relâche aussi la pression du côté des parents. Ça va être la première étape. La deuxième étape, c'est reprendre un peu goût à la vie aussi, parce qu'on va pas se mentir, les enfants qui sont en phobie scolaire, on est comme sur un burn-out, en fait. C'est Mmh. l'enfant n'a plus goût à rien et le nombre de parents qui me disent: «Oh, mon enfant il aime rien, mon enfant il est flemmard, mon enfant il est» non, non, votre enfant il est en burn-out, c'est tout. Il sait plus ce qu'il aime parce qu'il est tellement dans la souffrance qu'il sait plus ce qu'il veut, il sait plus ce qu'il aime. Donc ça va être ramener de la vie, ramener, de la gratitude, ramener du plaisir, ramener, de la joie, dans l'existence de l'enfant et ensuite ramener de la joie aussi dans la scolarité, dans l'apprentissage. Je le vivais avec une élève, alors elle était pas en phobie scolaire, mais gros blocage vis-à-vis de l'anglais. Parce qu'elle avait construit une image de l'anglais hyper négative. Parce que, Mmh. beaucoup d'années de galères en anglais, beaucoup d'années d'échecs en anglais et du coup, rien que le mot anglais, c'était ouh là. Et donc en fait, on va déconstruire cette image négative pour en reconstruire une positive. C'est vraiment donc c'est long, on va pas se mentir, ça prend du temps. Ça demande de l'écoute, d'écouter son enfant, d'écouter les besoins parce que il y a pas de caprice. Être en souffrance, c'est pas faire un caprice et quand on me dit, «Oui, mon enfant, il se roule par terre, il hurle, il veut absolument pas à l'école», mais s'il fait ça, c'est qu'il y a une souffrance derrière. C'est qu'à l'école, ils doivent sûrement vivre des choses qui font qu'il en vient à un tel extrême. Parce que je vais pas vous mentir, un enfant qui est bien, il rêve d'aller à l'école. Moi, j'ai une enfant qui est passée de phobie scolaire à un plaisir d'aller à l'école. Elle me disait: «J'ai hâte de me coucher le soir pour me lever pour aller à l'école le lendemain». Ça, c'est le Mmh. comportement qu'on est censé tous avoir. Carrément. Donc du coup, on remet du plaisir, on remet de la joie, on remet de l'envie et on les accompagne là-dessus. C'est Ouais et on l'objectif les et aide ça peut à prendre du temps. oui, ça prend du temps et on met des mots sur ses besoins aussi, sur ses émotions. Ouais, on reconnaît le besoin, Mmh, tout à fait, ouais. tout à fait. C'est quoi les dangers des phobies scolaires? Le pire du pire qui pourrait arriver? Non, on va commencer crescendo. On va dire que le premier danger, c'est l'échec. Mmh. Le deuxième danger, c'est le décrochage. Mais le pire des dangers, parce que, comme je dis aux parents comme aux enfants, l'échec, on s'en remet déjà. Même d'un échec scolaire, on peut totalement rebondir après un échec scolaire. J'en suis la preuve vivante et plein de jeunes en sont la preuve vivante. Plein de chefs d'entreprise étaient en échec scolaire et sont la preuve vivante qu'on peut échouer scolairement et s'en sortir dans la vie. Pareil, le décrochage scolaire, même si c'est vrai que ça met des bâtons dans les roues, on s'en remet. Par contre, on se remet pas d'un suicide. Il y a des enfants qui se remettent pas de suicide et Mmh. c'est la direction souvent qu'on prend avec des phobies scolaires et c'est pour ça que c'est pas anodin. C'est pour ça qu'un enfant qui exprime un refus d'aller à l'école de manière répétée alors si c'est juste, «Ce matin j'ai la flemme», OK, mais si c'est «Ce matin j'ai la flemme» et hier aussi et avant-hier aussi et avant-avant-avant-hier aussi, j'ai la flemme et que Mmh. je commence à tomber malade et qu'il y a des crises de larmes le soir pour aller se coucher et que ça doit mettre la puce à l'oreille des parents et vaut mieux s'alarmer pour rien et passer pour un parent, relou comme nombre de profs, peuvent le souligner et qui s'inquiètent trop, qu'avoir un enfant où on détecte pas et derrière oui, on a encore vu cette année, on en a entendu parler cette année, il y a des enfants qui se suicident suite à des phobies scolaires. Je suis bien d'accord avec ça et c'est important de l'entendre et j'aime beaucoup quand tu nous ajoutes le fait que effectivement il faut être vigilant à tous les autres symptômes, c'est-à-dire les problématiques de sommeil, d'alimentation, de sortie, de problématiques sociales qu'on peut détecter chez certains jeunes, qui peuvent, amener à penser à effectivement une grosse souffrance à l'école et donc potentiellement une phobie, exactement. On en a parlé en off avant de commencer l'interview, mais j'ai envie de te poser cette question-là. Comment est-ce que les professeurs gèrent, cette situation d'enfants, de jeunes qui souffrent? Parce que je pense qu'il y a aussi une souffrance au niveau des profs et que c'est pas toujours facile pour eux à gérer. Hem, sur le côté, avec les atypies détectées, toutes les difficultés scolaires que certains peuvent découvrir avec des PAP, des PPAP, des on ne sait même plus comment ça s'appelle, mais comment dire ça autrement? Des atypies, qu'on a besoin d'accompagner différemment et il existe des professeurs qui vivent dans leur même classe 5, 6, 7 protocoles différents en fonction de l'enfant. Ça devient très compliqué à accompagner. Quid de la souffrance des profs? Ouais, totalement et c'est pour ça que quand je parle de l'école et des problèmes qu'on peut rencontrer, dans l'école, je mets absolument pas la faute sur les profs parce que je suis prof
Et certes, il y a comme dans tout métier, il y a des profs qui sont horribles et voilà, mais c'est pas la plupart des profs. La Pour être prof, déjà, souvent, il faut avoir le goût et voire même la vocation. La plupart des profs que je rencontre, c'est des gens qui ont la vocation, qui ont envie d'aider les jeunes, qui ont vraiment ce feu intérieur de: «J'ai envie de transmettre, j'ai envie de faire bien, j'ai envie de» voilà, et si tu savais le nombre de profs que j'ai vus en salle des profs, mais se tuer pour ce métier. Se tuer pour ce métier, se tuer la santé, se tuer j'ai vu des profs mais complètement épuisés qui faisaient, presque 10 établissements, enfin c'était un 12 il y avait une prof qui avait 12 conseils de classe différents. Prof d'allemand, donc extrêmement peu, en fait, sur un établissement, on peut pas tourner avec suffisamment d'heures en tant que prof d'allemand, donc elle faisait plein d'établissements différents. Donc avec les trajets en plus, voilà. On critique souvent les profs qui font tout le temps la grève mais il y a une véritable souffrance du prof parce que je dis pas que les conditions sont mauvaises. Oui, on a un bon salaire et on a des bonnes vacances, c'est sûr. Mais en fait, on peut pas faire ce qu'on nous demande dans les conditions actuelles et je vais me faire taper dessus, si j'en dis trop parce que j'ai encore un contrat sous l'éducation nationale, mais on nous demande de remplir une mission qui, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas remplir et c'est ça la souffrance du prof. C'est pas qu'on fait trop d'heures ou qu'on n'en fait pas assez ou qu'on n'est pas assez payé ou qu'on n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, la mission qu'on nous demande, c'est-à-dire la mission de transmission et d'accompagnement et encore plus, comme tu disais, depuis qu'on a autant d'élèves atypiques, parce qu'on a une réelle mission d'accompagnement. Certes, on n'a pas une mission éducative et ça, c'est important de le rappeler, mais on a une mission d'accompagnement. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas la remplir. Pas correctement, pas suffisamment et derrière, en fait, c'est un cercle vicieux. Derrière, forcément, les parents, ils sont pas satisfaits, les jeunes, ils sont pas satisfaits, ça crée de la souffrance et du coup, là, cette souffrance, elle est renvoyée à la tête des profs qui, du coup, sont de mauvaise humeur, du coup, qui sont de mauvaise humeur face de l'élève et en fait, c'est un engrenage infernal et on se renvoie tous la balle simplement parce que, bah, les conditions sont pas réunies pour qu'on puisse faire, notre job de prof correctement. Mmh. On a des classes qui sont trop chargées, on n'est pas formés. Et comme tu disais très bien, on a un nombre d'élèves atypiques qui est assez astronomique, mais même des atypiques très fortes. Moi, je me suis retrouvée avec des élèves, avec des autismes, assez prononcés, parce qu'il y a pareil dans l'autisme, hem et là, on n'est plus dans l'atypie, on est dans le handicap. Heu il y a plusieurs degrés. Donc il y a l'autisme qui va se gérer tout seul et qui a conscience qu'il a cet autisme et qui se gère très bien. Et il y a l'autisme qui nécessite vraiment un accompagnement, très, très fort. Moi, j'ai 2 parents éducateurs et dont un papa éducateur auprès des personnes handicapées. Donc je sais ce qu'est l'autisme, heu et je sais à peu près comment le gérer en classe. Mais il y a des profs qui savent pas le faire et même moi, j'ai dû aller me renseigner auprès de mes parents pour leur dire: «Mais OK, j'ai des élèves autistes en classe, comment je gère ça? Comment je Mmh. gère une enfant qui se met à crier et faire le dauphin, qui enlève ses chaussures en classe quand il y en a 30 autres à gérer derrière?» C'est pas possible. Enfin, genre, c'est pas sans formation, c'est pas possible et ça coûterait enfin, au pire, ça coûterait quoi de faire venir, 1 heure, une éducatrice pour nous former? C'est chouette d'en parler parce que c'est un truc qu'on tait trop et effectivement sur lequel, on est souvent très critique aussi, nous, en tant que parents et nous, en tant qu'accompagnants, quand on entend des situations, heu, des élèves, j'ai un client hier en séance qui me dit, «Ma prof d'allemand, m'a demandé pourquoi j'avais pas mon cahier. Je l'avais oublié parce que je suis en plein déménagement et j'ai pas retrouvé mon cahier, avant de partir à l'école ce matin, donc je l'avais oublié et elle s'est mise à me critiquer, à me montrer du doigt quand elle est dans la cour avec l'autre professeur. Elle me dit qu'elle a enfin découvert mon vrai visage et qu'elle, elle sait qui je suis». Heu et quand on entend ce genre de truc en séance et je te raconte ça, mais je peux en raconter des dizaines d'histoires un petit peu comme ça en accompagnant des ados. On a tendance à se dire: «Mais merde, les profs, qu'est-ce qu'ils font, quoi?» alors qu'en fait, en réalité, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se jouent derrière. Alors, je pense que c'est super dommage parce que dans l'accompagnement des ados, ça vient les marquer toute leur vie, mais très probablement que les professeurs ont une problématique un peu similaire. Et je pense que le problème, c'est que ce mal-être, on le sait quand nous, accompagnants, on n'est pas bien pour accompagner des personnes, on le fait pas du mieux qu'on peut et à ce moment-là, ça crée des difficultés à tous les niveaux et je pense que c'est la difficulté aussi des élèves et qu'il y a une partie des phobies scolaires qui peuvent aussi être amplifiées par ce mal-être des profs sans aucune critique des profs en soi. C'est juste la situation qui est telle que celle-ci. Mais en fait, c'est comme tu disais très bien, c'est un double mal-être. Il y a le mal-être de l'enfant, il y a le mal-être
du prof et ils viennent se confronter, en fait. Voire même, comme on disait avant le podcast, faire un effet miroir. Mmh. Et en effet, moi aussi, j'entends des choses, mais comme tu le disais, je pense que et je le dis souvent à mes amis, je pense que je pourrais écrire un livre d'anecdotes de profs catastrophiques. Moi, en tant qu'élève, je l'ai vécu. Des amis à moi l'ont vécu et d'aujourd'hui, des élèves que j'accompagne le vivent. Des anecdotes, mais des trucs, monstrueux, hein. Hem Et je pense que ça vient pas d'une volonté d'être méchant de la part du prof. En fait, ça vient de sa souffrance. Et c'est ce que j'enseigne aussi à mes élèves. J'ai beaucoup d'élèves qui sont ce qu'on appelle kinesthésiques, donc qui n'ont pas forcément des phobies scolaires, mais qui ont leur apprentissage qui est bloqué s'ils ne s'entendent pas avec l'enseignant. Et donc face à des enseignants comme ça peut très vite bloquer et voire même on peut vite dégringoler au niveau de la scolarité. C'est-à-dire un enfant qui était très bon dans une matière va dégringoler parce que ça se passe mal avec l'enseignant cette année-là. Et donc j'apprends à l'élève à prendre du recul vis-à-vis de ça en disant: «OK». Et là, on est vraiment sur de la communication non violente, c'est-à-dire de comprendre que l'autre est dans un système de souffrance et c'est parce qu'il souffre qu'il te traite mal. Alors ça veut pas dire accepter, ça veut dire aussi apprendre à poser ses limites en tant qu'enfant, à signaler, parce que c'est différent de comprendre et d'accepter. Donc mais ça permet de comprendre que le problème ne vient pas de l'élève et c'est ce que je répète à mes élèves, c'est: «Le problème, c'est pas toi. Oui, ce prof te fait de l'humiliation publique, il t'humilie parce que il y a vraiment de l'humiliation et moi j'ai vécu en tant qu'élève et il y en a d'autres qui ont vécu. C'est de l'humiliation et en plus publique parce que dans une classe de 30, on s'en souvient très, très bien de ce genre d'humiliation. Hem, donc c'est très traumatisant et ça peut être la source de problèmes post-traumatiques comme la phobie. Comme on disait tout à l'heure, ça peut être l'origine de la phobie scolaire, parce que ça déclenche un système de traumatisme, mais ça vient pas de l'élève. C'est ce que je dis à l'élève, c'est en fait, ça en dit long sur la souffrance de l'adulte que tu as en face et tout jugement, de toute façon, tout jugement vient de la façon de penser de l'autre. C'est une confrontation de 2 façons de penser et en fait, ça en dit long sur la personne en face et pas sur toi et donc il y a vraiment aussi tout un mécanisme de prise de recul de l'enfant vis-à-vis de ses agressions et comme on le dit, de toute façon, c'est un mécanisme qui est indispensable parce que dans sa vie, des humiliations, il en vivra d'autres. Des personnes malveillantes, il en rencontrera d'autres. On ne peut pas protéger son enfant de toutes les personnes malveillantes, ça n'est pas possible. On le voudrait tous et moi je le dis ça, mais j'ai pas d'enfant, mais j'ai une nièce et je suis marraine et je comprenais pas ça avant et quand je suis devenue, tata et marraine, je me suis dit: «Mais comment je vais les protéger de tous ces fous? Comment?» Et en fait, on ne peut pas. On peut juste leur donner les outils, par contre, pour s'en protéger et c'est là où c'est important. Alors changer d'école, des fois, c'est nécessaire et c'est important parce que quand des fois, ça va trop loin. Mais c'est aussi donner les armes à son enfant pour dire: «OK, non, un, je dis stop, parce que ça, c'est pas normal et 2, je prends de la distance émotionnelle vis-à-vis de ce qui se passe. C'est OK, c'est pas moi le problème, là. Ou peut-être que j'ai commis une erreur, mais je mérite pas ça». Mmh. Et donc voilà, mais c'est en effet, c'est très compliqué. Il y a une grande souffrance des profs aussi. C'est ce que je remets toujours en avant, c'est que fuir, OK, mais il faut qu'on sache pourquoi pour pas le reproduire, en fait. Parce que il y a aussi, des mécanismes qui se font. Je vais rien t'apprendre en te parlant, du triangle de Karpman ou d'autres techniques, de cet ordre-là, qui quand on se bloque dans un rôle, on peut aussi se retrouver embêté de manière, récurrente Mmh, et j'aime beaucoup tu parlais de harcèlement rapidement tout à l'heure, j'aime beaucoup le livre du docteur Philippe Haïm qui parle du harcèlement et de comment aider les jeunes à sortir de ce rôle dans lequel mmh, ils peuvent trop facilement s'enfermer. Et c'est important de rappeler aux jeunes que c'est possible, qu'il y a de la lumière et qu'ils peuvent croire en eux, quoi, tout simplement. Ils peuvent croire en leurs capacités et en plein de choses qu'il y a derrière. C'est super important. mmh. Et puis en plus, comme tu disais très bien, on passe de la victime au harceleur, souvent. Dans le bouquin, Philippe Haïm en parle aussi de ça. Comment sortir, du harcèlement qui est causé par l'ancienne victime du harceleur. Ça crée des jeux, très, très compliqués à gérer et à accompagner, quoi. Ouais, c'est comme tu disais, c'est le triangle et tant qu'on n'en sort pas, on reste dedans, on passe de victime à bourreau mince, je sais plus le dernier, victime, bourreau et Sauveur. sauveur, voilà exactement et après au pire on devient un sauveur, parce que moi j'ai longtemps été aussi dans cette posture-là et ma posture de coach m'a permis de sortir aussi de ça bizarrement. Ouais, OK. Super, merci beaucoup Fiona, c'est très riche tout ça. J'ai envie de te proposer cette dernière partie d'interview, tu sais, c'est le quiz de fin qu'on pose un petit Yes. peu à tout le monde, qui permet un peu de se questionner sur, sur pas mal de choses de notre activité, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu. C'est quoi qui a changé dans tes accompagnements? Tu sais, un truc où tu t'étais dit au début,
Ça, je le ferai pas, ça, j'y arriverai pas. Tu vois? Quelque chose qui a changé dans ta manière de faire. Quelque chose Ouais. que tu t'es autorisé peut-être? Il y a 2 choses, la première c'est de faire du collectif. Au début, j'avais dit: «Jamais de collectif, individuel, c'est trop important, c'est bien d'accompagner les jeunes sur de l'individuel». Et en fait, dans le collectif, il y a une émulation que j'aime beaucoup, et que c'est pour ça que je me suis mis au collectif. Surtout là, par exemple, je vais sortir, un accompagnement pour la préparation au bac et je trouve que dans une préparation aux examens où il y a justement beaucoup de stress, beaucoup d'enjeux, l'énergie du collectif est très importante parce qu'elle porte les jeunes. Ils ont besoin de cette solidarité entre eux pour, pouvoir, c'est une source de motivation, en fait. C'est vraiment une source de motivation pour eux. C'est aussi un moyen d'échanger avec d'autres jeunes qui peuvent vivre la même chose. On parlait de phobie scolaire, d'anxiété, les examens viennent exacerber ces périodes-là. Donc finalement, moi, le collectif, j'avais dit: pas de collectif» et en fait, j'aime beaucoup ça. Voire même, des fois, je suis même un peu en retrait et je les laisse, en fait, échanger et créer cette émulation collective parce que ça nourrit, en fait, la discussion. Ça permet aussi d'avoir d'un échange collectif d'autres expériences. Donc finalement, c'est très enrichissant et voilà, les 2 sont bien, l'individuel, c'est bien aussi. Mais le collectif, finalement, je reviens dessus et j'en suis, bah, agréablement surprise. Et quand ça vient des pairs, quand ça vient de quelqu'un qui est dans la même situation que moi, ça a vachement plus de poids que quand ça vient d'une coach. Tout à fait. Donc c'est vachement chouette, en fait. Voilà, ça permet un échange, comme tu dis, entre pairs et de dire: «Oh, je suis pas toute seule! Oh mon Dieu!» et le nombre de fois où j'entends des élèves dire: mais en fait, mais je suis pas toute seule à le vivre». Mais non et en plus, il y a pas d'enjeu parce que souvent, ils sont pas dans les mêmes établissements. Parce qu'ils viennent de horizons différents, donc ils peuvent lâcher des choses qu'ils ne lâcheraient absolument pas avec leurs amis, parce qu'ils sont dans le même établissement, qu'il y a un enjeu social, qui on va pas se mentir, même entre jeunes, même entre amis, il y a un enjeu, au niveau de la scolarité et des établissements. Qu'il y a pas du coup dans l'individuel parce qu'on est sur des gens qui viennent d'horizons différents, donc on peut lâcher des choses et parler de sa propre expérience d'élève. Donc c'est très enrichissant. Et l'autre chose, c'est le fait de parler de moi. Tu en parlais d'ailleurs dans le dernier podcast et j'ai adoré et ça a été un grand débat même, au sein de ma famille, du fait de parler de moi dans mes accompagnements ou même sur mes réseaux sociaux. Quand j'ai commencé à le faire parce que je me suis rendu compte à quel point c'était important de le faire. Avant, je voulais mettre en avant mon entreprise, mais surtout pas moi. Parce que j'avais été élevée là-dedans. Jusqu'à ce que j'ai compris que c'était pas possible, enfin, et que c'était pas ce que je voulais aussi. Si, c'est possible, mais c'est pas ce que je voulais. Et que j'ai commencé à me mettre en avant moi et dans mes accompagnements, à parler de mon expérience. Le but, c'est pas de me mettre en avant, c'est juste de montrer à l'élève que il est pas tout seul et qu'il peut s'ouvrir. Et je pense qu'on peut pas. Et c'est ce que j'essayais d'expliquer à ma famille qui ne comprend pas, absolument pas ça, qui pour eux, surtout avec des parents qui sont éduques, pour eux, la neutralité est très importante. Je dis: «Oui, mais on peut pas demander à un enfant de s'épancher sur ses souffrances sans s'ouvrir un petit peu. Sinon, on est sur un déséquilibre, en fait». C'est ça. En fait, ça ouvre une zone d'autorisation, de sécurité, de: «OK, moi aussi je te livre ce que je vis, en fait» et je suis d'autant plus à l'aise et à même de t'accompagner parce que je comprends, j'ai vécu des choses similaires. Pas Mmh, tout à fait pareil et sûrement je ne prétendrai pas que ce soit pareil. Mais en tout cas, j'ai vécu des choses qui peuvent mmh, s'approcher de ce que tu as vécu et du coup, je peux encore plus t'accompagner, encore mieux te comprendre et encore mieux être, la bonne personne pour ça. C'est essentiel, en fait. mmh. La vulnérabilité, pour moi, même au niveau des réseaux Carrément. sociaux, je trouve que les réseaux sociaux peuvent être très malsains dans un certain cadre. Mais depuis quelques années, on voit beaucoup de vulnérabilité sur les réseaux sociaux et moi, c'est un point d'honneur que je mets. Alors je me suis fait, tu l'imagines bien, par mon entourage ou même mes amis au début, lyncher un peu comme ça, genre: «Pourquoi tu te mets en larmes sur tes réseaux? Pourquoi tu te» mais parce que j'ai envie de montrer qu'il n'y a pas que des bons côtés, que la vie n'est pas faite que de kiff, de plages de coucher de soleil avec des musiques, entraînantes, que de joie et je pense que la vulnérabilité quand on travaille avec des ados, c'est important. Si nous, on n'est pas vulnérable et même en tant que parents, si on n'apprend pas à être vulnérable et à dire à ses enfants: «Oui, j'ai fait des erreurs et c'est OK. Non, je ne suis pas parfait», parce qu'il y a rien de pire qu'un parent parfait et c'est en tant que coach, en tant que parent, en fait, en tant qu'accompagnant, on peut pas demander à l'autre d'être vulnérable, sinon on l'est pas aussi. Tellement. C'est chouette, merci. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la toi qui débutait? Ose être toi, justement, ose être vulnérable et ose faire ce qui te fait kiffer. J'ai longtemps, longtemps fait des choses par, obligation, et sans le feu intérieur et ça marchait pas et depuis que je
kiffe, désolée pour le terme, mais j'adore ce mot. Depuis que je kiffe, mais c'est incroyable, en fait. Enfin, c'est juste, déjà je me fais plaisir. Mmh. J'attire à moi des gens qui vibrent de la même manière que moi, qui ont les mêmes idées. «Regarde, on est là aujourd'hui, c'est pas pour rien». Hem, il y a vraiment dans mes accompagnements, il y a vraiment aussi cette idée d'énergie. Moi, je fais du yoga, donc j'ai aussi beaucoup la notion de corps et d'esprit et c'est quelque chose que j'amène à mes élèves, aussi bien dans l'accompagnement de la phobie scolaire, par exemple, que, tout simplement dans le vécu. C'est, apprends à t'écouter, à écouter ton énergie, à écouter ton corps te parle, apprends à écouter ce qui te fait vibrer, ce qui te fait kiffer et pas les attentes des autres, pas tout le temps d'être dans ta tête, dans le mental, mais à redescendre dans ton corps et ça, c'est un des conseils que depuis que je fais les choses avec, kiffance, comme on dit, c'est incroyable. Grave, j'adore. Quand on accompagne sur des phobies scolaires, on l'a dit tout à l'heure, le risque, il est très grand et il peut être très grave. À quel moment tu délègues? À quel moment tu dis, «Là, non, il faut que tu sois accompagné par un médecin, là, il faut que Mmh. tu ailles aux urgences psychiatriques», ou il y a vraiment une inquiétude et je peux pas gérer toute seule? Alors déjà, c'est rare que je gère toute seule une phobie scolaire. C'est-à-dire que dès les premiers temps de l'accompagnement, j'explique aux parents et à l'enfant que, étant donné qu'on est sur un traumatisme, le simple coaching ne va pas suffire. Comme je te disais il y a 2 secondes, il y a le corps qui manifeste des choses en phobie, que ce soit sous forme de pleurs, de crispation, de crises d'angoisse, de crises de tétanie. Donc il va falloir soigner le corps et parfois en coaching, on peut faire des exercices de respiration, on peut faire un peu de yoga, mais c'est pas suffisant. Souvent, il y a besoin d'accompagner, que ce soit en hypnothérapie, en acupuncture, que ce soit en psychologie aussi, parce que des fois le traumatisme ne vient pas du scolaire, des fois le traumatisme vient de la prime enfance. Des fois l'anxiété est intégrée et n'est pas forcément due au cadre scolaire, c'est juste, surtout dans le cas des enfants au potentiel, c'est vraiment, de l'anxiété. Moi, j'ai découvert en accompagnant les jeunes ma propre anxiété. Je savais pas qu'en fait, il y avait des gens qui ne l'étaient pas. En fait, en discutant avec une amie, elle me dit: «Mais toi, tu penses pas tout le temps à ce qui peut arriver de mal et à ce qui peut mal tourner? Tu analyses pas tout le temps tout?» Elle me dit: «Bah non». «Ah d'accord, OK, donc d'accord, je savais pas que ça existait» et du coup, cette anxiété, elle est parfois intégrée, elle a des fois, elle a rien à voir avec le cadre scolaire, par contre, elle peut se manifester dans le cadre scolaire. Donc c'est important de ne pas faire que du coaching. Souvent, il y a vraiment une thérapie au niveau du corps qui est importante. Et enfin, quand vraiment on est, sur des situations de grande souffrance, moi j'ai vraiment vu des enfants parler de suicide, hein. Alors quand ils en parlent, c'est plutôt bon signe, on dit, mais n'empêche qu'ils en parlent et c'est quand même inquiétant. Mmh. Parce que j'aime pas trop cette phrase parce que oui, c'est vrai que c'est bon signe d'en parler, mais ça reste inquiétant quand même. Enfin, il faut pas non plus en fait, je vois trop de parents qui disent, «Oui, elle en parle» ou «C'est normal d'avoir du stress donc on laisse passer, ça va passer». Non, en fait, ça ne passe jamais, ça ne fait que s'amplifier. Ça n'existe pas le stress qui passe, hormis si c'est du bon stress. Mais l'anxiété, ça ne passe pas. Ça s'accompagne, ça se gère, ça ne se soigne pas vraiment, mais ça se gère. Donc c'est important aussi, voilà, de déléguer. Il y a des moments où moi j'ai plus voilà, quand il y a des traumatismes où je commence à voir que l'anxiété, elle vient peut-être de choses assez profondes de l'enfance. Là, je vais orienter les parents et l'enfant vers un accompagnement plutôt plus profond que du coaching scolaire. Est-ce qu'il y a 3 choses qui sont essentielles pour toi dans l'accompagnement d'un ado? C'est-à-dire 3 choses sans lesquelles tu fais pas. Alors tu nous en as parlé un peu tout à l'heure, hein. C'est, j'accompagne aussi les parents et c'est important pour moi que les parents soient partie prenante dans l'accompagnement et que c'est ce qui peut aussi causer un échec dans ton accompagnement, tu l'as dit tout à l'heure. Ça peut être aussi, la volonté qu'ils soient d'être accompagnés. Je sais Mmh. pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre toi, pour toi? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent par rapport à ça? Bah, il y a ça, il y a les parents, le feeling en fait, il faut que le feeling passe. Il faut qu'il y ait, bah, la vulnérabilité. La vulnérabilité du coach, c'est très important et je dirais que, il faut une certaine volonté de l'enfant de changer et moi, j'en arrive justement là avec une de mes élèves en coaching, c'est: «Est-ce que je veux réellement aller mieux?» Mmh. Et est-ce que j'ai mesuré la portée de ce que veut dire aller mieux? Ça veut dire, oui, changer une partie de qui je suis. Ça veut pas dire tout changer, mais ça veut dire Mmh. accepter d'évoluer et de lâcher une partie de moi qui ne m'appartient plus, que je n'ai plus envie d'être. Mmh. Il y a vraiment ce côté choix, alors qui intervient c'est beaucoup plus compliqué avec des collégiens, mais qui intervient beaucoup avec les adolescents. C'est ce moment où ils font le choix conscient d'avoir envie d'avancer et d'évoluer. Mmh.
Ouais, carrément. C'est super important et j'aime bien ce que tu viens de dire parce que les collégiens et les jeunes plus jeunes que la cible de laquelle on parle aujourd'hui, 15-25, ont plus de difficultés à comprendre les enjeux. Mais c'est normal, c'est dans Mmh. leur mécanisme en fait. Et c'est pour ça que qu'en se concentrant sur les 15-25, on est plus sur des prises de conscience plus fines en fait là-dessus. Et effectivement, c'est super important de réaliser que accepter d'aller mieux, c'est aussi accepter de lâcher une partie de nous qui va pas bien Mmh. et qui nous entraîne un peu là-dedans et que c'est pas toujours facile, en fait, parce que ça nous sert à quelque chose. Tout à fait. C'est ce que et on en revient au triangle de Karpman que tu disais, c'est sortir de la victimisation. C'est sortir aussi de: «Mes parents prennent aussi soin de moi peut-être parce que je vais pas bien et est-ce que si j'arrête d'aller pas bien, est-ce qu'ils continueront de prendre soin de moi? Est-ce que je Ouais. continuerai d'exister? Est-ce que j'aurai autant d'attention qu'avant? Est-ce que» voilà, c'est difficile parce que, même en tant qu'adulte, moi j'ai fait ce travail-là et là ça a été difficile déjà en tant qu'adulte, donc en tant qu'adolescent, c'est aussi difficile. Mais bizarrement, ils sont moi, ils me surprennent là-dessus. Ils ont une volonté et tu le disais dans le podcast la dernière fois, ils ont une volonté de se connaître. Cette génération est riche de plein d'enseignements. Mais par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait qu'il faut lâcher un truc, j'ai souvenir d'une histoire personnelle quand j'avais une vingtaine d'années. J'ai fait une grosse dépression à un moment de ma vie et j'étais allée voir mon médecin parce que je partais en vacances et mon médecin m'a dit, enfin, j'allais voir mon médecin pour lui dire: «Je vais vraiment pas bien, ça va pas, faut m'aider, machin bidule». Et en même temps, je pars en vacances. Et à un moment, elle m'a dit: «Mais Amélie, vous inquiétez pas, enfin ne t'inquiète pas», elle me tutoyait. «Ne t'inquiète pas, tu vas revenir de vacances, tes problèmes, ils seront toujours là, hein. Tu peux partir en vacances, ils seront Mmh, toujours là quand tu reviendras. c'est ça. Bah, tu me crois ou tu me crois pas, enfin vous me croyez ou me croyez pas». En fait, ça m'a rassurée. Et Mmh, clairement, c'est un truc que je dis souvent aux jeunes que j'accompagne. OK, ce mal-être, il te sert aussi à un truc, en fait. mmh, OK. tout Il à est pas confortable et naturellement, tu vas me dire que tu veux qu'il dégage. Mais en même temps, quand il est là, ben, il m'apporte un truc. Je sais pas trop quoi, mais il m'apporte un truc. Mais c'est difficile à reconnaître ce truc-là. Et c'est super important dans l'accompagnement des ados et des jeunes de leur donner cette clé parce que ça leur servira toute leur vie. Super. Bon, en tout cas, on est bavarde sur le sujet, on en fait. parlerait des heures. C'est ça, ouais. J'ai envie de te demander, c'est quoi ton actualité, Fiona? Raconte-nous un peu ce qui se passe parce que je sais qu'il y a un programme qui est sur le point de sortir avec, Une campagne participative, oui, vas-y. ouais. Explique-nous tout ça. Alors, il y a 2 choses, mais la première en effet, c'est la campagne participative, donc c'est sur KissKissBankBank. Il y a le lien en bio, dans mon Instagram. Donc mon Instagram, c'est assez simple, c'est, Fiona, Fantasia Coaching Scolaire. Et donc cette campagne, elle sert à financer un projet qui est donc, une plateforme qui soit disponible sur ordinateur et sur téléphone, qui est déjà disponible, mais l'idée c'est de l'améliorer, de la rendre, plus performante, plus, accessible. Au long terme, c'est pas encore tout de suite, c'est un projet, je suis pas trop censée en parler, mais c'est de la transformer en application et d'aller beaucoup plus loin que ça avec une belle application, d'accompagnement scolaire. Mais voilà, le premier pas, c'est la campagne de financement. Donc on peut, aller sur la campagne, faire un don de son choix, un don avec contrepartie ou sans contrepartie, ou tout simplement aussi la partager, à son entourage et moi ça me permettra de faire bouger les choses, de faire avancer le projet, de pouvoir améliorer la plateforme pour tous les jeunes qui l'ont déjà et de pouvoir aussi, l'améliorer pour les futurs, élèves qui choisiront cet outil. Voilà, ça c'est le la première chose en ce moment et c'est très important parce qu'il nous reste que 20 jours d'ailleurs pour faire bouger les choses à ce niveau-là, donc n'hésitez pas à aller en lien en bio, dans mon Insta et voilà et là je l'ai pas encore annoncé, mais normalement je vais ouvrir des accompagnements collectifs, on parlait de collectif, pour, la préparation aux examens. Bon, il s'avère qu'en fait, il y a eu une vague d'arrivées, sur ma page Instagram ces dernières semaines et grâce à une maman en fait, que j'accompagne qui m'a fait une publicité et c'est assez dingue. Du coup, j'ai plus beaucoup de place en fait. C'est-à-dire que je suis déjà, normalement j'ouvre pas plus de 10 places, c'est vraiment le grand max 10, voire même il est possible que je fasse 2 groupes de 5, je sais pas encore exactement. Mais je sais qu'il y a déjà un premier groupe qui est quasiment plein. Donc c'est pour ça que j'en parle, mais sans enfin voilà, si vous pouvez me contacter, de toute façon dans tous les cas, on trouvera un moyen, un échange où je vous enverrai vers des collaborateurs si moi je peux pas accompagner. Mais en tout cas, si vous avez des enfants qui préparent des examens, que ce soit brevet, bac de français ou bac général, je fais un accompagnement collectif, là-dessus, que ce soit gestion de l'organisation des révisions, que gestion du stress et de l'oral, puisqu'on va préparer aussi le grand oral
qui est un assez gros morceau du bac. Ouais. Même les profs, ils sont là, ils ont peur. OK, super, parfait. Et ben, très bien et donc on peut te retrouver, sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram principalement. Tu peux nous redonner le nom de ton compte? Fantasia, coaching scolaire. Mais avec Super. Fantasia, on me trouve assez facilement ou Fiona, on me trouve aussi. Je suis aussi sur Facebook et sur LinkedIn, mais je suis majoritairement sur Instagram. Je sais pas, c'est l'outil qui me plaît le plus. Très bien. Faire ce qu'on kiffe. Je crois que c'est un Voilà, petit peu, ah exactement. ouais, c'est ce qui est à retenir. Justement, tu sais, moi, j'aime bien toujours terminer les interviews par un petit point, Mmh. genre quelqu'un a 3 minutes, il va juste écouter les 3 dernières minutes du podcast. Qu'est-ce que tu as envie qu'il retienne de ce podcast? Ne fuis pas tes problèmes. Si ça va pas, parle-en et si tu n'en as pas, enfin, même si on en a tous, fais les choses qui te font vibrer. Fais les choses, écoute ton cœur, fais les choses avec le cœur, même si c'est pour te planter, plante-toi au moins avec le cœur. Carrément, c'est un beau mantra qu'on peut donner à nos accompagnés. En tout cas, je te remercie beaucoup, Fiona, pour tout ce partage. C'était vraiment très riche. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très vite. À très vite. Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à indiquer votre avis sur les plateformes de diffusion. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Croire en eux le podcast, mais aussi sur un groupe Facebook privé Croire en eux le groupe, où vous pourrez partager sur les difficultés rencontrées, recueillir des avis, des entraides bienveillantes et accueillantes. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Prenez soin de vous.